Alors, bienvenue tout le monde à la deuxième partie du cours sur les TCC. Donc, on va maintenant parler d'attribution causale. C'est quoi une attribution causale? C'est un processus par lequel les personnes expliquent et jugent autrui et l'environnement autour d'eux en inférant les causes des comportements et des événements. Puis, des fois, il peut y avoir des biais attributionnels là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas les bonnes affaires aux bonnes personnes ou les bons comportements aux bons traits. On va voir 4 types de biais attributionnels. On va voir l'effet acteur-observateur, on va voir l'erreur fondamentale d'attribution, le biais d'autocomplaisance, et l'erreur ultime d'attribution. Donc, l'effet acteur-observateur, c'est une tendance à attribuer des causes externes à son propre comportement et attribuer des causes internes au comportement d'autrui. Okay? Donc l'idée, c'est que généralement, c'est quand... ça a un lien aussi avec un autre biais attributionnel, mais l'idée, c'est un peu que quand c'est son propre comportement, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'environnement. Et quand c'est les autres, là c'est réellement de leur faute. Okay? Donc, exemple de ça, ça pourrait être de dire, si j'échoue mon examen, c'est nécessairement que le prof m'aime pas ou a fait un examen qui est particulièrement chien et non pas que j'aurais pu, par exemple, ne pas très bien étudier. Donc, c'est des causes externes. C'est la faute du prof, c'est pas moi qui ai mal étudié. Autre exemple, si quelqu'un est bête avec moi, c'est nécessairement que c'est de sa faute, que c'est un piece of shit. C'est pas nécessairement que j'aurais pu susciter chez lui ce comportement-là en étant méprisant. Comme j'avais dit par exemple, un peu l'exemple de prophétie autoréalisatrice avec des personnes qui sont potentiellement racistes. Ensuite, il y a l'erreur fondamentale d'attribution qui consiste au fait d'accorder une importance disproportionnée, excessive aux caractéristiques internes d'un agent, par exemple son caractère, ses intentions, ses émotions, ses connaissances, ses opinions, au détriment des facteurs externes ou situationnels dans l'analyse du comportement ou du discours d'une personne dans une situation donnée. L'idée, c'est que justement, on ramène trop souvent, parce que les psychologues font beaucoup ça, puis les sociologues nous critiquent pour ça, mais on ramène beaucoup trop les comportements des individus à nécessairement leurs traits de personnalité fondamentaux et pas nécessairement aux situations dans lesquelles ces individus-là se trouvent et peuvent les pousser à avoir certains comportements qui, oui, sont problématiques, mais potentiellement juste adaptatifs dans leur situation. Okay? Donc, l'idée, c'est quelqu'un fait un crime, vous dites que c'est nécessairement à cause de ses caractéristiques antisociales, psychopathiques, etc., sans nécessairement considérer que cette personne-là l'a vraiment juste pas eu facile dans la vie. Puis à cause de ça, c'est rendu dans le fond, c'est retrouvé dans une situation où tout semblait tellement perdu qu'elle a eu recours au crime pour subvenir à ses besoins. Ce qui est un facteur davantage environnemental que nécessairement le résultat de traits psychopathiques très très puissants. Puis on se rappelle, dans le cours 1, quand on parlait de la place de la psychocriminologie, j'avais dit que justement, dans les pays en guerre civile, où le taux de crime c'est 50% parce que les conditions sont juste dégueulasses, c'est dur de chercher l'explication des crimes dans la personnalité psychopathique. Ça ne peut pas être 50% des individus d'une région qui sont psychopathes. C'est juste que les caractéristiques environnementales, sociales sont tellement dégueulasses puis problématiques que la seule solution valide devient le crime. Donc là, justement, si vous faites une erreur fondamentale d'attribution, vous allez dire que c'est à cause que c'est tous des psychopathes et non pas nécessairement parce que l'environnement est problématique. Au même titre que... aux États-Unis, le fait qu'il y ait davantage de crimes liés aux armes à feu, c'est pas nécessairement parce que c'est tous des maniaques là-bas, c'est à cause des conditions sociales qui valorisent les armes à feu, etc. Bref, ça peut être l'environnement et non nécessairement les caractéristiques internes d'une personne. Ensuite de ça, il y a le biais d'autocomplaisance, qui est une tendance des gens à attribuer la causalité de leur réussite à leur qualité. Donc, quand vous réussissez, c'est de votre faute. Et leurs échecs aux facteurs qui ne dépendent pas d'eux, donc c'est de la faute des autres ou de l'environnement, de sorte à maintenir une image positive d'eux-mêmes.
Et là, évidemment, l'exemple que j'ai donné tantôt, du fait de justement, si j'échoue un examen, c'est parce que le prof est pas fin et non pas parce que j'ai pas étudié, ça fit aussi avec le biais d'autocomplaisance, ok? Parce que justement, on rejette notre échec sur l'extérieur, la faute du prof, et non pas le fait que j'ai peut-être pas étudié comme du monde. Ce qui nous permet de maintenir une image positive de nous-mêmes, au lieu de se remettre en question. Peut-être que le prof était chiant aussi, là, by the way, on sait jamais. D'ailleurs, si j'ai le temps à la fin du cours, je vais vous parler un petit peu de l'examen, parce que j'ai eu beaucoup de questions par courriel, fait que je vais essayer de vous en parler un peu. Puis si jamais j'ai pas le temps à la fin du cours, là, parce que je finis à genre 9h45, j'en parlerai au début du prochain cours. Ainsi donc, dernière attribution causale, c'est l'erreur ultime d'attribution, qui est une tendance à favoriser systématiquement son groupe d'appartenance, ce qu'on appelle l'endogroupe, par rapport à un autre groupe qui est l'exogroupe, et qui est évidemment fondamental à toutes les dynamiques de polarisation sociale. Okay? C'est-à-dire que justement, autant des polarisations sociales dans des dynamiques de radicalisation violente, justement, donc un groupe de white suprémacistes ou d'intégristes religieux qui dit que, justement, ceux qui croient en leur religion, ce sont les élus de Dieu, puis les autres, c'est des infidèles. Ou justement, des white suprémacistes qui vont dire que toutes les personnes de couleur, ça fait pas la job, etc. Donc, on favorise et on met sur un piédestal notre groupe au détriment de l'autre groupe qu'on déshumanise. Okay? Un biais qui est fondamental au niveau des attributions causales, dans l'explication de la délinquance, c'est le biais d'attribution hostile, qui est justement une tendance à percevoir des intentions hostiles, des attaques de la part des autres, même en l'absence de faits allant dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez percevoir des agressions partout, agressions qui ne seront pas évidentes aux gens de votre entourage social, qui vont être comme « Non, pour vrai, il t'a juste fait une bonne blague, tu sais. » Est-ce que tous ces biais attributionnels causaux sont aussi issus de l'évolution? C'est une bonne question. Honnêtement, je peux juste pas vraiment répondre à ça parce que je connais pas de littérature qui aborde la chose. Est-ce que on a hérité évolutivement d'une tendance à vouloir maintenir genre une estime de soi positive? Possiblement, mais je m'avancerai pas là-dessus. J'aurais l'impression de spéculer plus qu'autre chose. Désolé pour ça. Donc, au niveau du biais d'attribution hostile, donc, tendance à percevoir des intentions hostiles, des attaques de la part des autres, même en l'absence de faits concrets allant en cette direction-là. On sait que les délinquants violents infèrent davantage ou plus rapidement des dangers devant l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus tendance à interpréter une situation ambiguë comme une menace, tandis que les autres vont juste être comme « je catch pas ». Ils vont souvent se positionner en victime, peut-être pour maintenir leur estime d'eux-mêmes notamment, et exiger des réparations en conséquence. Donc, si j'ai échoué, c'est pas de ma faute, c'est nécessairement de la faute de la société. Et là, en plus de ça, puisque je suis fâché contre la société, je vais exiger des réparations, je me sentirai pas mal de faire des comportements qui sont socialement problématiques, parce que de toute façon, c'est de la faute de la société si je suis dans cette situation-là. Là, je suis pas en train de dire que c'est toujours de votre faute, là. La société a plein de problèmes, et c'est peut-être, actually, de la faute de la société, mais certaines personnes qui sont aux prises avec des biais d'attribution hostiles vont blâmer la société pour des problèmes qui sont peut-être davantage liés à eux. Ça va être très, très problématique parce qu'à cause de ça, ces gens-là n'auront pas tendance à se remettre en question et potentiellement amorcer un processus de changement qui pourrait améliorer leurs propres conditions de vie, finalement. Est-ce que, par rapport juste finir avec le biais d'attribution hostile, je reviens. Et évidemment, le fait de toujours se positionner en victime et d'exiger des réparations, c'est une barrière à l'introspection. C'est un peu ça que je vous disais, comme une barrière à un processus de changement et d'amélioration de soi. Parce que si vous avez toujours l'impression que c'est de la faute des autres et jamais de votre faute, pourquoi vous changeriez quelque chose dans votre comportement? Okay? Notamment dans le mensonge, ça arrive souvent. Je sais pas, vous êtes en relation intime d'amitié ou de couple avec une personne, vous sentez que la personne vous a menti, vous lui dites « Hey, ça se peut-tu que tu n'as pas été 100% honnête sur telle affaire? » La personne va
de suite, biais d'attribution hostile se fâcher en disant « Je peux pas croire que tu peux croire que je te mentirais, voyons, tu sais. » Puis là, va juste être occupé à être fâché, mais tu sais, comme by the way, elle vous a menti pour vrai, ok? Donc, évidemment, c'est une barrière à l'introspection, le biais d'attribution hostile. Et ce serait une des distorsions cognitives qui contribue le plus au comportement violent. Ensuite, Tom nous dit, est-ce qu'il y a une espèce d'inverse au biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire une personne qui attribue sa réussite toujours aux éléments extérieurs et leurs échecs à leurs propres défauts? Oui, puis on va aborder ça notamment quand on va parler de dépression. Il y a des gens qui parlent de syndrome de l'imposteur. Oui, possiblement. Oui, ça peut être un rôle là-dedans. Ça a évidemment un lien avec la dépression. On va y revenir tantôt. C'est un beau pont. Ben justement, en parlant de dépression, on va parler de ce bon vieux Aaron Temkin Beck, né en 1921 et apparemment toujours en vie, crème. 99 ans, le bonhomme. C'est le père de la thérapie cognitive et a vraiment fait un corpus de recherche important sur le thème de la dépression. Il a notamment développé le Beck Depression Inventory, qui est un des tests psychométriques en psychologie là, qui est les plus validés, utilisés, etc. Et il introduit le terme de distorsion cognitive et donc des raisonnements fallacieux erronés qui jouent un rôle important dans l'émergence d'un paquet de troubles mentaux, incluant bien évidemment, là, tout principalement, la dépression. Et on va voir une série de distorsions cognitives d'ici quelques diapos, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de distorsions cognitives qui ressemblent ou qui font écho à des mécanismes de défense freudiens. C'est normal, c'est un des autres parallèles entre la théorie cognitive et la théorie psychanalytique. Beck va parler de l'espèce de triade de la dépression. Donc la triade de Beck, ça veut dire que les personnes qui sont dépressives, ils ont non seulement des idées négatives sur eux-mêmes, donc une estime d'eux-mêmes très très faible et une perception très très problématique de leurs capacités, c'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils ont des capacités en deçà de ce qu'ils ont réellement, okay? Donc ils vont se percevoir plus négativement qu'ils devraient. Il va avoir une vision négative du monde, c'est-à-dire que le monde est dangereux, le monde est menaçant, le monde ne veut pas de moi, etc. Et le fait d'avoir des vues pessimistes envers ses propres capacités et le monde extérieur, ça fait que vous développez inévitablement des idées très très négatives à propos du futur qui vous attend. Okay? Parce que si vous n'êtes pas bon, puis que les gens sont méchants, en principe, vous faites l'interface là-dedans, votre futur, ça ne passera pas très bien. Donc, c'est une espèce de triade. Toutes les composantes là-dedans alimentent les autres composantes et contribuent à vous maintenir dans un état dépressif. Et tout ça repose sur des distorsions cognitives qui vous font percevoir vos capacités puis la réalité extérieure comme beaucoup plus négative qu'elle ne l'est nécessairement. Beck dit qu'il y a un paquet de processus cognitifs qui sont mis en place quand une information est traitée. Lorsque l'information traitée est reçue, encodée, transformée puis utilisée, puis justement, ça arrive que cette info-là est traitée par des processus cognitifs défaillants. Donc, un processus cognitif dans lequel il y a un écart entre la réalité qui est observée et perçue. Okay? C'est-à-dire que vos perceptions vous donnent une vue alambiquée de la réalité. Dans le fond, vos perceptions vont être, mettons, plus positives ou, à l'inverse, plus sombres de la réalité objective. Ce qui, dans le cas des gens qui sont dépressifs, mais comme j'ai dit, il va y avoir une sous-évaluation de leurs compétences personnelles, une surévaluation de la négativité ou de la dangerosité du monde, et ainsi donc une surévaluation de la négativité et de la dangerosité du futur. Puis, évidemment, tout ça, cette espèce de vision négative de soi, des autres et du futur, ça fait que ces gens-là ont une tendance naturelle à s'isoler parce que si tu as des vues négatives sur le futur, tu n'as pas envie d'y prendre part. Fait que ça amène évidemment l'apathie au fait d'un peu rester chez soi, de ne pas vouloir faire des activités sociales parce que vous avez l'impression que si vous vous engagez dans une activité sociale,
non seulement à cause de votre estime de vous qui est faible, ou plus faible qu'à la normale, vous avez l'impression que vous ne performerez pas socialement. En plus de ça, vous allez percevoir que les autres sont plus sévères envers vous qu'ils ne le sont en réalité. Donc, ça vous donne vraiment pas envie de sortir. Ça fait que vous restez chez vous. Puis le problème, quand vous vous privez d'activité, vous privez de sortir par peur, justement, que tout se passe très mal, c'est que ça vous prive en tant qu'individu de renforcement positif. Ça vous prive d'expériences positives qui vous permettent de briser le cycle de la dépression. Parce qu'on se rappelle que des schèmes cognitifs, ça a la vie dure. Or, si vous avez des schèmes cognitifs excessivement négatifs envers vous-même et envers le monde en ce moment, ça vous prend beaucoup d'expériences positives pour remettre en doute ces schèmes cognitifs-là. Et c'est un peu ça qui arrive dans le cas de la dépression, c'est que la dépression s'auto-alimente. Vos affects dépressifs font que vous n'avez pas envie de sortir, ce qui alimente vos affects dépressifs et vous prive d'expériences qui sont susceptibles de vous en sortir. Donc, ça peut durer longtemps, la dépression. Puis c'est pas un hasard si une des thérapies les plus efficaces avec la dépression, c'est ce qu'on appelle une thérapie d'activation comportementale. Donc, l'idée, c'est que de un peu, c'est drôle à dire, mais forcer la personne contre son gré à sortir de son apathie, pas avec un gun sur la tempe, on s'entend, là, mais vraiment d'insister très fort en disant « Essaye ça pour voir. Je sais que tu y crois pas, là, mais just try it, OK? » Donc vraiment de sortir de son apathie pour s'exposer à des activités sociales ou de juste faire des tâches. Parce qu'il y a aussi, quand une personne est trop apathique, va juste pas faire de tâches en général et donc sera pas fière d'elle parce que la personne n'a rien fait de sa journée, etc. Et de juste faire des tâches simples comme se forcer à faire la vaisselle ou de faire un devoir, etc., ça peut rendre la personne fière d'elle-même. On a tous eu à un moment de notre vie un travail à faire à la maison, puis qu'au lieu de le faire, on n'a rien torché. Là. On a glandé sur Facebook, on a regardé des téléséries, puis là, en fin de journée, on n'est pas fiers de nous, puis on est comme « My God, il va falloir que je reste réveillé toute la nuit parce que j'ai glandé durant la journée. » Et ça fait qu'on n'est pas fiers de nous. Ben, pour les personnes dépressives, c'est le même principe, mais à puissance 10. T'sais. Donc, l'idée, c'est qu'en forçant la personne à s'activer comportementalement et à faire des activités, même si ça ne tente pas naturellement à la personne, là, c'est que une fois dans l'activité, généralement, tout se passe beaucoup mieux qu'anticipé. Pourquoi? Parce que, justement, à cause des vues négatives sur soi-même puis sur le monde, ben, la personne s'attend juste au pire. Puis à chaque fois qu'elle se force à sortir, ça veut pas dire que c'est tout le temps couronné de succès, mais 99% du temps, ça va se passer mieux que prévu. Puis le fait que ça se passe mieux que prévu, ça donne du renforcement positif, puis ça peut briser l'espèce de chaîne d'affects dépressifs qui maintiennent la personne dans l'apathie. Puis là, tu peux faire comme « Ah! Peut-être que je suis plus compétent socialement que je le pense. Peut-être que le monde est moins dangereux que je le pense. » Et tu sais, à force de marteler ça, et notamment possiblement sous-tendu par des antidépresseurs, parce que des fois, physiologiquement, ça fait juste... ça en prend. Mais là, la personne peut justement obtenir du renforcement positif et progressivement sortir de sa dépression. Beck définit un paquet de distorsions cognitives qu'on va regarder, qui peuvent notamment avoir un rôle ou pas dans la dépression. Mais ce sont essentiellement des erreurs de traitement de l'information où la réalité perçue n'est pas conforme à la réalité. Donc, la première, c'est la pensée tout ou rien, noir ou blanc. Donc, vous aurez deviné qu'on parle ici de clivage en psychanalyse. Donc, c'est penser de façon dichotomique polarisée, sans nuance, tout ou rien, noir ou blanc, jamais ou toujours, bon ou mauvais. Okay? Et de pouvoir switcher rapidement là-dedans. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dedans parce qu'on l'a déjà vu, c'est le clivage. Okay? Un exemple de ça chez les gens dépressifs, c'est de se voir comme des ratés suite à une mauvaise performance, d'avoir de la misère à briser cette perception-là d'eux-mêmes. Okay? C'est également présent dans le perfectionnisme, évidemment. Ensuite de ça, il y a l'inférence arbitraire ou la conclusion hâtive qui consiste à tirer des conclusions hâtives, habituellement négatives bien sûr, à partir de très peu d'évidence. Vous avez eu une date avec quelqu'un, ça s'est, selon vous, relativement bien passé, mais vous n'êtes jamais certain, c'est une date, hein, je veux dire, c'est pas parce que vous percevez que ça s'est bien passé que ça s'est bien passé pour vrai. Le lendemain, vous textez la personne, « Ah, c'était cool de te voir hier soir, tu sais. »
Puis là, vous comptez les secondes avant qu'elle vous réponde. Puis là, genre, votre message est seen, mais il y a une absence de réponse. Alors là, vous commencez à capoter parce que c'est seen qu'il y a une absence de réponse. Ça veut nécessairement dire que la personne est mal à l'aise de me répondre. Et là, vous concluez que c'est nécessairement parce qu'il n'est plus intéressé. Mais dans le fond, c'est peut-être juste que la personne est dans un meeting, qu'elle a vu votre message parce qu'elle a cliqué sur la notification sans faire exprès et a juste pas le temps de vous répondre parce que justement la personne est en meeting. Mais justement, vous tirez une conclusion hâtive, négative à partir de très peu d'évidence. Ensuite de ça, il y a la surgénéralisation qui est l'extrapolation d'un échec ponctuel à un échec permanent. Okay? Donc, l'idée, c'est que si un événement négatif se produit, vous allez vous attendre à ce qu'il se reproduise tout le temps dans le futur. Pour rester dans le thème du dating, si une de votre dates s'est mal passée, vous allez donc conclure que vous allez rester seul pour le restant de vos jours parce que l'ensemble de vos dates vont mal se passer. Ensuite de ça, il y a l'abstraction sélective ou le filtre, qui est la tendance à s'attarder sur les détails négatifs dans une situation, ce qui amène à percevoir négativement l'ensemble de la situation. Donc, exemple de ça, vous êtes un patron, vous lisez un CV, il y a une faute d'orthographe sur le CV, il y en a juste une, ok? Donc, s'il y en a partout, peut-être que ça veut dire autre chose, mais il y a une faute d'orthographe qui a un peu l'air d'une erreur de frappe. Vous dites, il y a une faute d'orthographe sur le CV, c'est donc que cette personne est incompétente, on met le CV au vidange. Okay? Donc, vous prenez un détail négatif relativement mineur et vous contaminez la situation au complet là, avec ça. Ensuite de ça, il y a la dramatisation et la minimisation, qui est la tendance à exagérer ses fautes et minimiser ses réussites, ce qui est un peu essentiellement l'inverse du biais d'autocomplaisance dont on a parlé tantôt. Voilà la réponse que tu voulais, Tom. Donc, c'est vraiment justement considérer que ces fautes, dans le fond, les fautes, c'est de sa faute, et les réussites, vous avez été chanceux, vous l'avez échappé belle. Okay? Et finalement, la personnalisation, qui est le fait de penser à tort, être responsable d'événements fâcheux hors de votre contrôle. Exemple, vous êtes un parent, vous avez un enfant à l'école primaire, et votre enfant subit, on va dire, de l'intimidation. Et là, vous vous dites, c'est nécessairement que j'ai pas fait quelque chose comme il faut dans son éducation. S'il subit de l'intimidation, c'est que je l'ai mal outillé. Peut-être que je l'ai pas assez poussé à s'extravertir, bon, etc., etc., etc. Vous prenez ça sur vous. Qu'en réalité, malheureusement, le fait que votre enfant subisse de l'intimidation dans l'école primaire ou secondaire, c'est juste comme, c'est un problème extrêmement présent dans ces milieux-là, et c'est peut-être pas de votre faute si c'est arrivé. Okay? Et à ne pas confondre, c'est très présent, et boys will be boys, c'est pas ça que je dis, au contraire, je pense qu'il y aurait façon de s'adresser de façon systématique à l'intimidation dans les écoles, mais c'est donc bien compliqué de le faire, fait qu'on le fait pas toujours nécessairement. Mais il y aurait moyen de faire de la formation pour gérer ça. Parce que oui, c'est compliqué à gérer une situation d'intimidation, comme vous y assistez en tant que prof. Il y a personne qui est formé à gérer ça. Il y a ce bon vieux Burns qui ajoute 4 distorsions cognitives à la palette faite par Beck. Il y a le raisonnement émotionnel qui est prendre pour acquis que ces états émotifs correspondent à la réalité. Donc, par exemple, si vous vous sentez en danger, c'est en fait considérer justement la peur comme une attestation du danger. Si vous avez peur, c'est nécessairement qu'il y a un danger et non pas peut-être que vous avez eu peur pour rien. Okay? Si dans une situation vous vous sentez stupide, ben vous allez conclure que vous êtes stupide plutôt que cette situation m'a poussé à me sentir stupide, puisque mes états émotifs, soit le fait de se sentir stupide, correspond à la réalité. Okay? Et évidemment, le biais d'attribution hostile fit exactement là-dedans. Justement, vous êtes fâché, c'est donc que quelqu'un vous cherche, right? Ben, pas nécessairement, justement. Ensuite, il y a les croyances sur ce qui devrait être fait ou les fausses obligations. C'est le fait d'avoir des attentes sur ce qu'on devrait faire ou ce que les autres devraient faire sans examen du réalisme de ces attentes en fonction des capacités et des ressources disponibles. Okay? Donc, et ça, évidemment,
dans les personnes qui sont excessivement perfectionnistes et qui ont un surmoi très très sévère et très punitif quand tu n'as pas A+ dans un cours, c'est ça. Genre, vous avez une croyance d'un standard irréaliste que vous vous imposez, vous ne réalisez pas ce standard-là et vous vous punissez sévèrement d'un bon paquet de culpabilité. OK? Ou à l'inverse, si on met ça vers les autres et non pas vers vous, vous êtes un patron d'entreprise, vous décidez que voici ce qui va se passer, voici ce qu'on va faire d'ici le prochain mois en tant qu'entreprise. Quelqu'un lève la main en disant mais on est complètement sous-financé, on n'a pas assez d'employés, on n'y arrivera jamais. Et là, vous dites non, ben faites-le ou je vous renvoie ou je ne sais pas trop quoi. Et ça fait évidemment que, ben, rendu à la date butoir, ben, il n'y a rien de fait. Okay? Si je pourrais faire une petite pique au gouvernement en ce moment, pour avoir plusieurs amis qui sont enseignants dans les écoles primaires et le secondaire, ils disent voici voici les directives gouvernementales à suivre pour prévenir la COVID, ce qui sont des directives complexes en termes de faire porter le masque, désinfecter les classes, maintenir la distanciation, etc. On leur dit bonne chance, on compte sur vous. Okay? Mais comme ça prend des ressources supplémentaires pour faire respecter la distanciation, puis j'ai entendu parler de profs qui sont rendus à désinfecter leur propre classe après les cours parce qu'il n'y a pas de concierge pour le faire à leur place. T'sais? Fait comme, oui, c'est cool que le gouvernement s'attende à ce qu'on fasse toutes ces mesures de distanciation-là. Bravo la distanciation, je suis pour ça, mais Christy, débloquer les ressources pour ça. T'sais? Si vous ne débloquez pas les ressources, comment vous pensez que ça va se faire? Ça va juste pas se faire. Et c'est donc un hasard que dans les 2-3 derniers jours, il y a plusieurs articles dans la presse qui sont sortis disant que la plupart des éclosions seraient non pas dans, mettons, les restaurants ou les bars ou les cinémas, mais seraient d'une part dans les écoles, d'autre part dans les milieux de travail, et oui, les résidences privées, mais à moindre proportion que justement dans les écoles puis les milieux de travail. Donc, je veux dire, et c'est pas nécessairement étonnant que la COVID se transmette dans les écoles, parce que les études récentes, qu'est-ce que ça nous dit? Contrairement à ce qu'on pensait, les enfants sont des bons transmetteurs de la COVID. Les études qui étaient publiées en avril-mai nous disaient essentiellement que non, les enfants, ils transmettent pas ça puis ils pognent pas ça la COVID. Des études qui sont sorties récemment, donc en août-septembre, donc très très récemment, nous disent que certes, les enfants sont asymptomatiques, mais c'est des maudits bons transmetteurs de la COVID parce que, premièrement, ils sont asymptomatiques, fait qu'on les détecte pas, fait qu'on les retire pas parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Mais en plus de ça, leur charge virale, donc leur potentiel de contamination, est aussi élevé, sinon plus que les adultes. Et donc, il y a plein d'experts qui ont dit clairement, les écoles, c'est réouvrable, puis je comprends là, que l'éducation des enfants, c'est primordial. Je ne suis pas en train de mettre ça en doute. Là. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein d'experts qui ont dit, les écoles, si vous voulez les réouvrir, faites-le, mais faites-le bien. Okay? Ça veut dire masque pour tout le monde. En ce moment, les écoles, c'est 5e année primaire et plus qui doivent mettre les masques. En dessous de ça, c'est pas obligatoire. Ça me semble une très mauvaise idée, première affaire. Deuxième affaire, il faut maintenir la distanciation sociale, ce qui est fait assez approximativement en fonction des ressources disponibles en ce moment, puis je blâme pas les profs, je blâme juste le fait qu'ils n'ont pas de financement puis il n'y a pas assez de profs. Troisièmement, il faut désinfecter les classes, etc. Et quatrièmement, il faut faire le suivi communautaire. C'est-à-dire que si une personne est infectée, il faut rapidement prendre sa liste de contacts, que cette personne-là, et que le gouvernement soit chargé d'appeler chacune des personnes qui a potentiellement été en contact pour leur dire d'aller se faire tester. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On n'a pas assez de tests pour la quantité de tests qu'on devrait passer et il n'y a pas de suivi communautaire. Résultat, c'était pas une mauvaise idée de rouvrir les écoles. Je suis pour ça. Mais on l'a peut-être pas fait de la façon qu'il faudrait, puis à cause de ça, on est pris avec un gros problème. Puis ça, c'était quelque chose que ça me semblait logique, mais les articles qui sont sortis dans littéralement les 2 derniers jours supposent que j'avais bien raison. T'sais. Mais toujours est-il que, ça c'est une longue diatribe sur un truc qui n'a pas rapport, là, mais croyons sur ce qui devrait être fait, nous devons distancier socialement, go les profs, sans examen des ressources disponibles pour effectuer ça. Okay? Donc, engager plus de monde, that's it. En bout de ligne, là, engager plus de monde, ça va quand même finir par coûter moins cher que les coûts économiques liés à une pandémie qui n'est pas contrôlée, by the way. Ensuite de ça,
c'est soit dit en passant, là, la CAQ m'a quand même surpris positivement sur sa gestion de la pandémie, mais dernièrement, je suis plus critique. Donc, effectivement, c'est pas évident de gérer une pandémie. C'est une longue discussion. L'étiquetage. C'est le fait d'utiliser une étiquette, c'est-à-dire un qualificatif qui implique un jugement négatif, de façon qui représente une généralisation à outrance, plutôt que de décrire le comportement spécifique. Okay? Donc, évidemment présent dans les stéréotypes, les affaires comme ça, mais justement, on peut penser à cette bonne vieille Denise Bombardier qui disait que QS, ce sont tous des communistes. Okay? Donc, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement conforme à la réalité et qui est une généralisation à outrance. Puis on pourrait dire à l'inverse des gens qui diraient que la CAQ, c'est tous des vieux boomers péquistes incompétents, etc. Ben, la réalité, c'est que, sans vous dire pour qui j'ai voté, je vais vous dire que c'était pas pour la CAQ. Puis dans leur gestion de la crise au début, j'étais comme, Christy, je suis vraiment positivement surpris, je suis vraiment étonné. Là, ça commence à s'effriter, mais bon, à suivre. Et finalement, le blâme, c'est tenir à tort les autres pour responsables de ses propres émotions ou au contraire, se blâmer pour celles des autres. Évidemment, le blâme a un rôle dans l'hostilité parce que vous tenez les autres responsables de vos propres émotions. Donc, c'est un peu une forme de projection. Vous projetez vos émotions sur les autres, vous tenez les émotions que vous ressentez, vous tenez les autres à tort pour ça. On délaisse les distorsions cognitives pour parler de Seligman. Seligman, né en 1942, encore en vie, parmi les 100 psychologues les plus éminents du 20e siècle. Il a déjà été président de l'American Psychological Association en 1998. Les travaux ont inspiré les pratiques de torture sous le régime Bush. Oups. Et ce qu'on va voir comme contribution de sa part, c'est la théorie de l'impuissance apprise ou résignation acquise. Et ça, c'est un sentiment d'impuissance qui est permanent et généralisé qui résulte du vécu d'un animal ou d'un humain. C'est une espèce de bug dans l'apprentissage quand tu es trop soumis à des punitions. Donc, c'est provoqué par le fait d'être plongé de façon durable et répétée dans des situations en lesquelles l'individu ne peut agir et auxquelles il ne peut pas échapper. Meredith qui nous dit qu'il me semble que les psychologues vivent longtemps. Ben oui, écoutons, bravo les psychologues, on leur lève notre verre. Donc c'est ça. L'impuissance après, c'est le fait d'être provoqué, d'être plongé, de façon durable et répétée dans des situations dans lesquelles l'individu ne peut pas agir puis ne peut pas échapper. Okay? Dans le fond, l'individu est exposé à un paquet de punitions puis il n'est pas capable d'éviter les punitions en question. Ça peut être un exemple de ça, c'est si vous voulez faire une expérience sur les animaux, ben, vous mettez des rats dans une cage et à chaque minute, le plancher électrifié leur donne une décharge électrique. Et contrairement, mettons, à l'expérience de Skinner, où c'est quand il appuyait sur un certain levier qu'il y avait un choc, puis là, il apprenait à ne plus appuyer sur le levier. Dans le cas de Seligman, c'est juste comme le choc est donné, deal with it, t'as pas de façon de l'éviter. Okay? Et ça, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, le sujet animal ou humain en vient à adopter une attitude résignée ou passive. Cette impuissance est apprise parce qu'elle généralise même aux situations dans lesquelles le sujet pourrait éviter la punition. Okay? Il n'aurait pas être efficace. Okay? Donc, justement, le rat est changé de cage et là, finalement, c'est juste la moitié de la cage qui est électrifiée, mais il est tellement rendu résigné qu'il fait juste comme « fuck it, j'abandonne tout. Okay? » Et il ne se rendra pas compte qu'en réalité, maintenant, il peut échapper à la punition. Et des fois, on peut s'imaginer que des gens qui subissent énormément de rejet social de façon répétée en viennent à se résigner aux contacts sociaux, sont juste comme ça a été trop tough, fuck it, je vais juste comme me couper de contacts sociaux puis faire des activités solitaires, même si c'est pas ça réellement que je veux, parce que j'ai l'impression que ça se réglera jamais. Ça peut avoir un lien avec la dépression aussi, bien sûr. Autrement dit, si on est exposé trop souvent à des punitions qu'on ne peut pas éviter, la seule chose qu'on apprend, c'est l'apathie. Okay? La seule chose qu'on apprend, c'est à se résigner et à faire « fuck it, je ne ferai plus d'efforts ». C'est associé à la dépression, l'anxiété puis d'autres souffrances psychiques.
on va regarder rapidement, on va parler d'exemples de thérapie cognitivo-comportementale pour intervenir auprès d'auteurs d'agressions sexuelles. Pour un peu complémenter ce qu'on a vu lors du dernier cours, qui était des thérapies plus de l'ordre purement behavioral. Là, on va regarder des TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Donc, comme premièrement, généralement, au niveau des TCC, sont basés sur les apprentissages qui sont faits par l'humain. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est que des apprentissages erronés peuvent être remplacés par des apprentissages plus adaptés au futur par la situation. C'est une approche qui se veut très très scolaire. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, c'est vraiment beaucoup une personne qui parle de son vécu avec un psychanalyste qui va rebondir là-dessus et faire des interprétations. Puis le problème de ça, c'est que souvent, mettons, un bon psychopathe qui adore ça s'entendre parler et qui ment à tour de bras, va avoir du matériel à l'infini à raconter à son psychologue. Il ne se tannera jamais. Le problème, c'est que ce matériel-là va être à 80% faux, puis il n'y aura aucun travail concret qui va se faire. L'idée des thérapies cognitivo-comportementales, c'est de un peu forcer la personne à s'impliquer en ayant des exercices, des cours, des devoirs concrets. OK? Parce que ça fait que tu as moins de risque de te faire mener en bateau en tant que psychologue. C'est-à-dire que si tu demandes de faire un exercice, tu peux carrément vérifier si l'exercice est fait. Si oui, c'est probablement un signe qu'il s'est impliqué. Tandis que si il s'agit juste de parler dans le cadre d'une thérapie de son enfance, etc., il y a plus de façons de bullshitter et de mener en bateau l'intervenant. Puis d'ailleurs, comme j'avais, je pense, abordé lors du dernier cours, au niveau de l'efficacité des différentes modalités d'intervention auprès des auteurs d'agressions sexuelles, ce qu'on voit, c'est que l'approche psychanalytique n'est pas très efficace. À l'inverse, le behaviorisme et les TCC sont des approches très efficaces et relativement peu coûteuses. C'est un bon rapport qualité-prix. Dans le top de l'efficacité, on a l'intervention multisystémique auprès des jeunes, mais ça coûte très cher. En période d'austérité, dans un monde idéal, on ferait juste du multisystémique, là, mais pour l'instant, c'est souvent pas ça qui est privilégié. En ce moment, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est un peu le gold standard en intervention auprès des auteurs d'agressions sexuelles. Donc, 4 types de thérapies, 2 qui s'attaquent aux distorsions cognitives. Donc, il y a la restructuration cognitive qui consiste à explorer les distorsions cognitives du client qui supportent ou rationalisent ses comportements de violence sexuelle, puis justement de confronter ces distorsions cognitives-là, ces schèmes cognitifs-là, jusqu'à temps de potentiellement pouvoir les changer et que ça ne justifie plus les abus. Donc, par exemple, vous pourriez avoir quelqu'un qui a commis un viol particulièrement violent physiquement envers une femme adulte, et tout ceci pourrait être sous-tendu par des schémas très très machistes, des opinions très très négatives, agressives envers les femmes, et justement de confronter cette personne-là pour savoir qu'est-ce qui sous-tend le fait que tu haïs tant que ça les femmes. Puis là, on va dire telle femme a été vraiment méchante envers moi dans la vie, puis là, ça m'a détruit, puis là, je suis fâché contre toutes les femmes à cause de ça. OK, mais est-ce que c'est parce qu'une femme t'a blessé que toutes les femmes sont comme ça? Puis là, oui, c'est de même. Puis je suis comme, OK, mais y a-tu des femmes dans ta vie que t'as déjà... Qu'est-ce que tu penses de ta mère? Ma mère, ça va, là, elle est cool, mais toutes les autres, c'est des pas fines, tu sais. OK, mais bon, de justement relativiser ça, là, c'est une version super simple que je fais, mais de relativiser, mettons, les attitudes machistes, de sorte qu'elles ne supportent plus un désir de passer à l'acte envers les femmes. Ça pourrait être de justement sensibiliser un auteur d'agression sexuelle d'enfants que même s'il n'y a pas de violence physique dans les abus, là, même s'il ne bat pas l'enfant alors qu'il l'agresse sexuellement, il y a quand même des conséquences négatives très très concrètes pour les victimes. Okay? C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique en plus de l'agression sexuelle que tout est chill. Okay? Et souvent, ça, on va l'entendre. J'avais déjà parlé que j'avais déjà fait de l'évaluation phallométrique pour délinquants sexuels, puis dans le cadre d'une entrevue, dans lequel je pose des questions sur le processus de passage à l'acte, la personne m'avait expliqué que, anyways, là, c'est la société qui capote.
sur le fait que les victimes d'agressions sexuelles, c'est si pire que ça. À l'époque gréco-romaine, là, les tuteurs grecs avaient des relations sexuelles avec les adolescents dans le fond, auxquels ils apprenaient leurs affaires, puis personne ne se formalisait avec ça, tout allait bien, c'est à cause de la panique de la société que les enfants sont traumatisés par ça, et non pas les abus réels. Puis là, tu fais comme... Désolé champion, il y a une série de méta-analyses très très concrètes qui démontrent des caractéristiques désastreuses pour les victimes d'une agression sexuelle, puis ta rationalisation, là, comme torche-toi avec, ok? Donc, ce qui m'amène également, dans le fond, le fait de rationaliser les abus sexuels, c'est une distorsion cognitive. Ce qui m'amène à la sensibilisation aux conséquences pour les victimes, ok? Dans le fond, mon dernier exemple, c'est aussi ça. C'est l'idée de sensibiliser aux conséquences des gestes de violence sexuelle pour les victimes, de sorte à confronter les distorsions cognitives du patient qui minimisent les conséquences de leurs propres gestes quand, ben, en réalité, ces gestes-là ont des conséquences très très claires. Est-ce que c'est la même chose qui s'est passé avec le gars qui a tué plein de femmes dans la Polytechnique de Montréal? Oui, sauf que bon, dans le cas de la personne qui a fait l'attentat de la Polytechnique, c'est davantage une personne qui s'est radicalisée, et elle s'est radicalisée afin de faire un attentat qui n'était pas à caractère sexuel contre les femmes. C'est un attentat qui était à caractère haineux davantage. Mais oui, l'attentat haineux était sous-tendu par des distorsions cognitives très claires envers les femmes. On jasera un petit peu de dynamique de radicalisation dans le cours de psychosocial, mais là, je vais manquer de temps aujourd'hui, fait que je ne l'aborderai pas, mais... Donc, quelqu'un qui nous dit que ça aurait été utile pour Ed Kemper, ces thérapies-là. Oui, définitivement. Par ailleurs, des fois, j'aime ça parler de téléséries avec mes étudiants. On a la télésérie de Netflix qui s'appelle... Bon, Seigneur, j'ai oublié le nom. La télésérie de Mindhunter, oui. Moi, d'habitude, je suis évidemment super critique envers... les téléséries criminologiques, puis dans le fond, les espèces de téléséries qui... genre Criminal Minds, là, qu'on regarde des psychopathes sordides, puis on fait des analyses à 2 piastres là-dessus, genre, mais Mindhunter, ça suit dans le fond, les théories pour meurtriers sexuels qui ont été développées par le FBI, et actually, dans la création de la télésérie Mindhunter, non seulement comme consultant de la télésérie, il y a un des gars qui a réellement existé et qui a monté ces théories-là. Or, donc, on s'entend que autant qu'il y a certains films sur l'expérience du Stanford Prison Study que c'est Zimbardo qui était consultant sur le film. Donc, on s'entend que l'information est quand même de bonne qualité. Et en plus, pour reproduire les scènes d'entrevue avec les meurtriers, ils ont pris les verbatims qui ont carrément comme joué. Fait que Mindhunter, non seulement c'est super bon, là, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus ancré dans la réalité que la plupart des téléséries criminologiques habituelles. Il faudrait voir à quel point, là, je ne suis pas un connaisseur expert des théories du FBI et des gars qui ont monté ça, mais c'est beaucoup plus ancré dans la réalité que ce qu'on pourrait penser. Et donc, si vous avez à regarder une télésérie criminologique, je prioriserais celle-là over d'autres cochonneries sensationnalistes. Oui, c'est le début du criminal profiling, qui, soit dit en passant, ne marche pas vraiment, mais on essayait fort. On a vraiment essayé fort. Okay? Ça, c'est une autre histoire, mais on en parlera une autre fois. Je suis comme turbo-moteur aujourd'hui, je suis désolé. Donc, au niveau des théories, pas des théories, mais des thérapies sur l'apprentissage, il y a les thérapies d'amélioration des habiletés sociales, dans lesquelles on essaie justement d'améliorer les habiletés sociales déficitaires problématiques qui ont un rôle dans le passage à l'acte. Par exemple, on sait que beaucoup d'auteurs d'agressions sexuelles d'enfants ont énormément de problèmes d'habileté sociale avec les gens de leur âge. Ils se réfugient avec les enfants, avec lesquels, enfin, ils ne se sentent pas jugés, etc., comme les adultes. Okay? Donc, évidemment, d'augmenter l'aisance sociale peut participer à réduire un facteur de risque du passage à l'acte. Apprendre à résoudre ses conflits sans avoir recours à la violence, par exemple, les thérapies de gestion de la colère, capacité à exprimer ses désirs adéquatement, bon, etc. Donc, on améliore les habiletés sociales parce que dans beaucoup de processus de passage à l'acte, autant d'agressions sexuelles de femmes que d'enfants, les déficits d'habileté sociale sont impliqués. Et finalement, des cours d'éducation sexuelle, qui sont simplement des cours qui visent à améliorer les connaissances du participant en matière de sexualité et évidemment
autant l'aspect très physiologique de la chose, comme comment les différents organes sexuels fonctionnent, sont faits, puis là, ça a l'air comme, tout le monde est comme, oui, c'est facile, tu sais, mais des fois, il y en a plusieurs qui le savent pas, puis la proportion de gens qui comprennent pas grand-chose à la physiologie sexuelle parmi les auteurs d'agressions sexuelles est importante. Et quelque chose d'aussi niaiseux qu'un cours d'éducation sexuelle de secondaire 1, pour certains, ça va être mind-blowing, puis waouh, j'avais pas compris ça. Okay? Et évidemment, on peut parler de consentement là-dedans, des principes du consentement. En tout cas, quand j'étais au secondaire, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle. Donc, premièrement, j'en ai eu. Bravo. Il y en a plusieurs cohortes après ça qui n'en ont pas eu, malheureusement. Et on m'a appris en détail l'ensemble des ITSS avec des images sordides de chacune d'entre elles, mais le consentement, on n'en a jamais parlé. C'est un peu plate. Mais bon, j'ose espérer que justement, les versions plus modernes des cours d'éducation sexuelle, qui je crois ont été réinstaurés, à moins de me tromper, au secondaire, j'espère qu'ils parlent de consentement maintenant et pas juste d'images sordides d'ITSS. Mais bref, cours d'éducation sexuelle, donc autant l'aspect physiologique que psychologique au niveau du consentement, de l'intimité, etc. Oh, Occupation double, il y a un cours sur le consentement, excellent. On est très satisfait. On peut supposer qu'il y en avait peut-être besoin en plus. Au niveau de la réhabilitation des délinquants sexuels, est-ce qu'ils sont ouverts aux thérapies ou fermés? Ça dépend ça dépend de la personne. Ça dépend vraiment de la personne. Puis il y a des gens qui sont très très motivés à changer, d'autres pas du tout. C'est pas... c'est vrai chez tout le monde. Il y a des gens motivés à changer dans leur vie, d'autres pas. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait la même proportion, soit c'est les auteurs d'agressions sexuelles, soit il y en a qui sont bien motivés, d'autres veulent rien savoir. Donc, on va terminer le merveilleux cours d'aujourd'hui avec des théories cognitivo-comportementales des comportements antisociaux. Donc, on va parler un peu de délinquance, justement. On va regarder Akers, qui est la théorie de l'apprentissage social de la conduite antisociale. Donc, ça repose sur l'apprentissage social de Bandura qu'on a vu lors du dernier cours. Donc, imitation, etc. Donc, Akers, il nous dit que, logiquement, les processus qui expliquent l'apprentissage des comportements prosociaux normaux, éducation, etc., c'est également les mêmes processus qui sont impliqués dans l'apprentissage de comportements délinquants, antisociaux. C'est la même chose. Donc, et selon lui, le facteur clé de savoir si la personne va s'engager dans une carrière criminelle ou pas, donc dans une conduite plus prosociale ou plus antisociale, c'est la balance des influences. C'est-à-dire que si la personne est vraiment exposée à davantage de modèles délinquants plutôt que prosociaux, puis est davantage renforcée dans les comportements délinquants plutôt que prosociaux, or donc, on considère la balance des facteurs de risque et de protection. Les facteurs de risque, c'est ce qui vous mène ou qui augmente le risque que vous ayez des comportements délinquants. Facteur de protection, c'est l'inverse. Ça vous protège contre les comportements délinquants. Mais on fait la balance des deux. Et s'il y a beaucoup plus de facteurs de risque que de facteurs de protection, vous risquez davantage de vous engager dans la délinquance. Et Akers intègre les concepts de renforcement, donc conditionnement opérant, et d'imitation, conditionnement vicariant, à ceux des associations différentielles de Sutherland. Et selon lui, ça explique comment les comportements antisociaux, d'une part, se développent, mais ensuite de ça, sont maintenus à travers le temps. Donc, selon Akers, un individu est susceptible de commettre un comportement antisocial quand, premièrement, il est exposé puis il observe davantage de modèles antisociaux que prosociaux. Puis quand on parle d'exposition et d'observer, on réfère évidemment au conditionnement vicariant, à l'apprentissage par imitation. Okay? Et on se rappelle qu'on imite surtout les comportements qui sont source de conséquences positives pour leurs auteurs. On imite les comportements qui sont renforcés. Peut-être qu'on va vouloir imiter un bully à son école parce que les gens le trouvent cool et ont peur de lui. Peut-être qu'on va vouloir imiter les gars de gang parce qu'on a l'impression à l'adolescence que
les gars bien violents et intimidants, là, ça pogne avec la gente féminine. Okay? C'est une généralisation, puis je ne veux pas m'avancer là-dessus. Là. C'est un exemple potentiellement outdaté. Là. Mais bref, on observe des comportements délinquants qui ont des suites positives par leurs auteurs. Fait que là, on se dit, hey, ça me tente de le faire aussi. Peut-être que vous avez un ami en secondaire 2 qui s'est mis à fumer du pot. Bon, là, maintenant que c'est rendu légal, là, c'est même plus cool, là, mais dans mon temps, là, mettons, vous avez un ami qui se met à fumer du pot en secondaire 2. Là, à cause de ça, les gens font comme, oh, lui, il est cool. Fait que là, vous faites comme, peut-être que moi aussi, j'ai envie de devenir cool. Fait que je devrais peut-être me mettre à fumer du pot, par exemple. OK? Donc, c'est ça. Premièrement, la personne observe et est exposée à des modèles antisociaux et les actions antisociales mènent à des conséquences positives pour ceux qui les commettent. Or, donc, ça donne envie de les imiter. Deuxième affaire, la personne s'associe davantage avec des personnes qui commettent ou supportent la violation de normes sociales et légales. Le fait de se tenir avec eux, donc c'est un peu l'idée de regarder le réseau social. Est-ce que le réseau social est constitué davantage de jeunes délinquants par rapport à des amis bien prosociaux qui, un peu nerds, qui suggèrent de faire les devoirs, puis etc. J'utilise le terme nerd de façon aucunement péjorative. Je me considère définitivement comme un nerd. Or donc, c'est ça. Donc, il s'associe davantage avec des personnes délinquantes, ce qui fait qu'ils partagent, si on se rappelle de l'association différentielle de Sutherland, le fait de se tenir avec des gens délinquants fait que d'une part, vous partagez et vous vous renforcez dans des valeurs délinquantes, mais en plus de ça, vous apprenez des techniques pour commettre des crimes si vous ne savez pas comment, parce qu'il y a quand même c'est quoi une technique pour commettre un crime? C'est un script. Okay? Quand on a parlé de script tantôt, il y a des scripts pour faire un vol de dépanneur efficacement plutôt que inefficacement, ce qui fait que vous ne vous faites pas pogner par la police, par exemple. Et donc, point 3, également, un individu est plus susceptible de commettre des comportements délinquants quand ses croyances et attitudes sont favorables aux comportements antisociaux. Okay? Dans le fond, autrement dit, c'est lorsque ces schèmes cognitifs sont favorables aux comportements antisociaux et défavorables aux comportements prosociaux. Okay? Un exemple de ça, c'est si quelqu'un qui dit « Est-ce qu'on n'avait pas vu une théorie similaire par Feldman la semaine dernière? » Oui, c'est vrai que Feldman ressemble à Akers, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas la même chose, mais ça ressemble. Personnellement, je préfère Akers, je la trouve plus claire. Mais en tout cas, peu importe. Donc, comme je disais, des croyances et attitudes antisociales, d'une certaine façon, ce sont des schèmes cognitifs antisociaux. Et on se rappelle que des schèmes cognitifs, ça influence puis filtre les perceptions, notamment via des prophéties autoréalisatrices. Donc, justement, si tu détestes la police, tu es plus susceptible d'être agressif puis d'entrer en conflit avec celle-ci. Puis là, justement, d'avoir été en conflit avec la police, ça va être une confirmation triomphante de ton hypothèse, comme quoi que les policiers, c'est des vidanges. Et oui, Christine, tu as entièrement raison. Le point 3 rentre également dans le spectre de l'association différentielle parce que ça va ensemble. Oui, ça va définitivement ensemble. Puis, à la limite, le point 4 aussi, parce que Sutherland nous dit notamment que dans un groupe délinquant, justement, les comportements antisociaux sont davantage renforcés que les comportements prosociaux par un effet d'appartenance à un groupe, de l'amitié, whatever. Or donc, à la limite, 2, 3, 4, c'est association différentielle, ça rentre là-dedans. C'est ce que je veux dire là-dedans? Non. Selon Akers, le premier acte criminel, comme n'importe quel acte délinquant, est déterminé par, d'une part, les définitions favorables au comportement délinquant. Donc, définition, c'est les valeurs, croyances, schèmes. L'attente de suite positive, donc l'attente de renforcement positif, et l'imitation de conduite criminelle, l'imitation de techniques, etc. Puisque ce qu'Akers nous dit, c'est que l'imitation est particulièrement importante lors des premiers comportements criminels.
Ensuite de ça, c'est davantage l'attente de suites positives et les définitions favorables qui jouent un rôle dans le maintien des activités criminelles. Oups, pardon. Ensuite, on parle un peu de Crick et Dodge, qui propose un modèle du traitement de l'information socio-cognitive. Puis, ça va un peu chercher l'idée qu'on avait vue lors du dernier cours, qui est, dans notamment l'apprentissage social, que le processus d'apprentissage, c'est pas juste une accumulation de stimulus-réponse, c'est vraiment un processus dans lequel l'acteur fait un traitement cognitif, et ça mène à un apprentissage. Crick et Dodge considèrent que l'individu, c'est un interprète actif de l'information. Donc, c'est pas juste comme stimulus-réponse, c'est stimulus-interprétation de l'information, traitement cognitif et ensuite réponse. Et justement, un peu comme dans la vague des théories du choix rationnel, l'individu vise tout simplement à exprimer la meilleure réponse possible dans des conditions données. Il va traiter l'information pour donner la meilleure réponse possible. Et ça repose notamment sur la situation, les autres, des comportements, des cognitions, des émotions et l'individu. Exemple concret. Exemple concret des situations sociales données. Donc, dans une situation sociale donnée, l'individu procède à un encodage et une interprétation des signaux sociaux. On se rappelle que nos schèmes cognitifs influencent nos perceptions et nos interprétations des signaux de notre environnement social. Donc, exemple concret, vous êtes dans un milieu de travail, et un individu fait une réplique sarcastique à votre égard. Et ça, c'est une attaque que vous ne sauriez subir. Ça n'a pas de bon sens. L'honneur doit être réparé. Donc, la personne vous a fait une joke ou une remarque sarcastique, vous l'encodez comme, justement, la personne voulait faire atteinte à mon honneur et ceci se doit d'être réparé. Donc, quel but convienne à la situation? Comme je l'ai dit tantôt, je dois rétablir mon honneur et la réputation. Donc, en fait, le point 1 qui est l'interprétation, c'est la personne a voulu m'attaquer dans mon estime en faisant une réplique sarcastique. Quel but convienne? Rétablir mon honneur ou ma réputation. Et là, vous concevez vos réponses potentielles. Comment je pourrais réagir à cet affront-là? Je pourrais, par exemple, faire une réplique sarcastique à mon tour pour contrer sa réplique, ou je pourrais casser la gueule. Okay? Et là, vous évaluez les conséquences potentielles de ça. C'est-à-dire que vous dites, bon, vu que je suis dans mon milieu de travail, probablement que si je fais une réponse sarcastique, ça va peut-être mieux passer que si je donne un coup de poing sur la gueule. Okay? Si je donne un coup de poing sur la gueule, là, ça se peut que justement je perde mon emploi, que les gens ne soient pas contents, etc. Vous évaluez votre auto-efficacité. C'est-à-dire que vous évaluez les différentes solutions possibles, donc vos réponses potentielles, les conséquences potentielles des différentes réponses et votre chance de réussir les différentes réponses potentielles. Comme exemple, au niveau des conséquences possibles, ça va probablement pas mal mieux se passer si j'utilise la répartie, mais peut-être que je trouve que l'honneur est moins rétabli à mon goût que si je sacre une volée. OK? Mais en même temps, si je sacre une volée, je vais peut-être perdre ma job. Et là, vous évaluez votre auto-efficacité. C'est-à-dire à quel point vous avez des chances de réussir les deux solutions. Donc, solution A, je vais essayer de sacrer une volée. Solution B, je vais faire une réplique sarcastique qui va me faire gagner la discussion. Et là, peut-être que vous dites, ouais, la personne fait 1,5 pied de plus que moi, puis elle va au gym, puis moi, ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Peut-être que l'auto-efficacité de casser la gueule de la personne est très basse, donc on va plutôt aller vers une savante réplique sarcastique. Et quand vous avez choisi la situation qui, selon vous, a le plus de chances d'être fonctionnelle au regard des informations que vous avez par rapport à vous-même et votre environnement social, là, vous sélectionnez la situation à mettre en application, ce qui produit un comportement. Okay? Donc, par exemple, j'ai dit tantôt, peut-être que la répartie est une meilleure idée. Si la personne fait 1,5 pied de plus que vous. À l'inverse, peut-être que c'est vous qui faites 1,5 pied de plus que la personne et vous n'avez pas beaucoup de répartie de toute façon, fait que aussi bien il sacre une volée. Okay?
Donc, l'idée, c'est que la notion de choix est importante là-dedans. Comme j'ai dit, c'est un lien avec les théories du choix rationnel. Et justement, ce choix-là est influencé par l'interprétation des signaux de l'environnement. On rappelle que les individus agressifs ont tendance à porter une attention sélective aux signaux agressifs et s'en rappeler davantage, et de même percevoir de l'hostilité en situation d'ambiguïté. Donc, ils perçoivent plus facilement une agression dans un large éventail de contextes. Comme j'ai dit, en situation ambiguë, on perçoit vite de l'agressivité, même s'il n'y en a pas. Et ce biais d'attribution hostile-là peut faire que les réponses sont tout particulièrement hostiles, évidemment. Et on se rappelle que, justement, chez les délinquants qui sont violents, le biais d'attribution hostile est super présent. On termine avec le modèle général de l'agression de Anderson et Bushman 2002, qui... il y a plusieurs parallèles à faire, en fait, avec le modèle probabiliste de la délinquance qu'on a vu lors du cours 1, qui était peut-être un petit peu spéculatif là, à l'époque, là, mais bon, on va essayer de mettre des cases plus concrètes dedans. Qui, dans le fond, Anderson et Bushman décrivent un peu comment une situation de conflit agressif a tendance à émerger. Dans le fond, premièrement, il y a deux choses qui sont responsables de l'état interne qu'une personne peut ressentir lors d'une situation de conflit. Donc, d'une part, il y a les variables personnelles de la personne. Les variables personnelles, on pourrait le voir comme les vulnérabilités. Ça fait 2 heures et demie que je parle, fait que comme je commence à déparler, hein, mais bref, ça réfère aux vulnérabilités psychologiques dont on avait parlé dans le modèle probabiliste, des espèces de traits de personnalité qui nous rendent plus vulnérables à la commission de comportements délinquants, là, dans le cas d'Anderson et Bushman, des comportements violents. Donc, certains traits de personnalité, par exemple psychopathie, traits de personnalité antisociaux, le fait justement d'avoir des biais de distribution hostiles plus souvent qu'autrement, d'avoir des attitudes et valeurs antisociales qui supportent la violence comme une solution appropriée à nos problèmes. Donc, ensuite, nos vulnérabilités sont soumises à des situations dans notre environnement social, ce qu'on appelle des signaux situationnels. Donc, justement, de percevoir une provocation, une insulte, une agression, une frustration de la part d'une autre personne, peut-être que c'est pas obvious au reste de votre environnement dans le cas d'un biais d'attribution hostile. Donc, de percevoir une provocation de quelqu'un dans votre environnement social, de percevoir des signaux qui supposent que cette personne-là est peut-être agressive. Donc, peut-être que si cette personne-là a une arme sur elle, vous êtes plus susceptible de penser que cette personne-là est extrêmement dangereuse et que vous devez attaquer avant qu'elle attaque. Okay? Là, c'est écrit média, là, mais à noter que cette image-là m'a été donnée telle quelle. J'essaie de rayer média, puis je l'ai pas encore fait. Là, fait que considérer signaux agressifs comme exemple la perception d'une arme possédée par quelqu'un dans un environnement social, ce qui vous donne envie d'attaquer avant que cette personne-là vous attaque. L'interaction entre les prédispositions psychologiques, les vulnérabilités et votre perception de signaux menaçants dans votre environnement va créer un état interne d'alerte qui va vous pousser à réagir avec violence. Donc, ça va activer vos scripts, vos schèmes cognitifs agressifs. Par exemple, mettons que vous avez un script de comment gagner une bataille dans un bar, vous allez l'appliquer. Fait que là, vous prenez votre bouteille, vous la cassez afin d'en faire un truc coupant, et là, vous êtes prêt. Ça, c'est un exemple de script agressif. Vous allez avoir des cognitions agressives qui vont être générées par le biais d'hostilité, le biais d'attribution hostile. Vous allez donc ressentir une émotion de colère, d'hostilité. Puis ça va s'accompagner d'une excitation physiologique. Votre corps va se mettre en mode fight or flight. Là, si vous étiez un chat, votre poil se hérisserait. Okay? Les humains, vous allez dilater vos pupilles, vous allez serrer les poings, etc. Okay? Et ces états internes-là vont mener à une évaluation de la situation et une décision en fonction de l'évaluation de la situation, qui peut mener sur une action réfléchie ou encore impulsive. Et généralement, il y a deux choix. Il y a toujours la non-violence. Donc, que votre évaluation et votre décision soient réfléchies ou impulsives, vous pouvez toujours décider de... Pas décider, c'est comme un lapsus. Décider de ne rien faire et d'aller vers la non-violence. Toutefois,
si vous allez vers la violence dans le cadre d'une action réfléchie, ça a le plus de chances de déboucher en violence instrumentale, alors que si vous réagissez de façon impulsive, ça a davantage de chances de se terminer en violence affective. Puis là, qu'est-ce que la violence instrumentale? Qu'est-ce que la violence affective? Là, ce qu'il faut savoir, là, c'est que même si certains criminologues essaient de dire que les deux types de violence sont extrêmement différents l'une de l'autre, la réalité, c'est que c'est assez poreux, ces affaires-là, et ça se recoupe beaucoup. Okay? Mais mettons qu'on ignore ça. La violence instrumentale, c'est une violence qui est utilitaire pour atteindre un but et qui n'est pas directement liée à la violence. Donc, par exemple, si vous voulez taxer quelqu'un, ben, vous faites juste la menacer, la personne vous donne son portefeuille, vous le prenez, vous ne sacrez pas une volée après. Là. La violence est instrumentale, était dans le but d'avoir le portefeuille. Une fois que vous l'avez, vous n'en rajoutez pas plus. Okay? Ce n'est pas tant de la colère qui sous-tend l'action, mais davantage un but à atteindre, soit voler le portefeuille de quelqu'un. Tandis que de la violence affective, ça résulte d'une explosion de colère qui a pour but de faire baisser la tension interne. Évidemment, c'est pas contrôlé et ça mène à des crimes qui sont excessivement violents. Okay? Par exemple, une agression sexuelle violente par quelqu'un qui veut se venger de femmes qui, dans sa tête, lui ont infligé des choses. Quelqu'un, justement, qui, à cause que dans un bar, est insulté, réagit, ferme les poings puis cogne la personne, etc. Donc, l'action est impulsive et sert à faire baisser l'état de colère interne. Et il y a une distinction qui peut être poreuse entre les deux. C'est-à-dire que, mettons dans l'exemple de réagir à un affront avec les poings, ben, il y a aussi un but à ça qui est de rétablir la réputation auprès de ses pairs qui nous regardent et qui pourraient nous trouver un peu momoun si on ne réagit pas. Okay? La violence de type sadique est quand même assez contrôlée. C'est-à-dire que dans le fond, les crimes sadiques sont très ritualisés. Donc, il y a un aspect de planification très important, mais qui mène à une explosion de violence à la fin. Donc, souvent, les gens vont dire que les crimes sadiques, c'est un mix de violence instrumentale et affective à la fois. Okay? Donc, évidemment, l'espèce de distinction entre les deux est assez poreuse. Il ne faut pas prendre ça pour du cash. Puis, on a Olivier qui nous est intéressant comment ce modèle-là est présent dans les interventions physiques policières. Oui, effectivement, j'ai des collègues qui sont soit policiers ou en tout cas ont fini collet. Puis effectivement, ce genre d'affaires-là peut être très utile sur comment réagir de façon appropriée à une situation, soit avant qu'elle dégénère, ou soit pour éviter de la faire dégénérer. Puis là, on pourrait critiquer les policiers en disant qu'ils ne l'appliquent pas toujours de la bonne façon. On a eu des contre-exemples malheureusement problématiques dans plein de cas, notamment Black Lives Matter, mais il ne faut pas oublier que certains policiers font aussi bien leur job. Fait que faut en prendre puis en laisser, hein, bien sûr. Est-ce que la violence affective est impliquée dans les crimes passionnels? Oui. Oui, bien évidemment. Les crimes passionnels sont des crimes de violence de type affectif. Donc, il est 9h38, là, il est quand même assez tard. Là, je vous retiendrai pas plus longtemps, donc je parlais pas de l'examen. Ok, je vais parler un peu de l'examen pour pas que justement tout le monde m'écrive des courriels là, qui finiront plus. Là. Donc, au niveau de l'examen, c'est dans la plage horaire du cours, donc c'est pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Ça va être sur Studium, c'est-à-dire que le jeudi de 7h à 10h, vous vous connectez sur votre plateforme Studium, vous allez voir l'examen apparaître dans le cours 7, je crois, qui est le cours de l'examen. Et vous allez pouvoir passer l'examen en question. Ça va être un examen qui est évidemment en ligne. Vous avez droit à l'ensemble du matériel parce que même que je voudrais vous empêcher de l'utiliser, vous êtes chez vous. Fait que... Hein? Donc, vous avez droit à l'ensemble du matériel, ce qui veut dire que l'examen sera corsé. Okay? Je vais quand même, ça veut dire que il sera corsé pour... Mettons que cet examen-là était passé en classe sans le matériel, les gens le trouveraient raide pas mal. Mais avec le matériel, c'est actually pas si pire que ça si vous avez assisté au cours, puis vous avez écouté, vous avez bien compris les nuances. Donc, ma moyenne de l'examen final de la dernière session qui était en ligne était quand même assez élevée. Donc, on verra dans votre cas. Mais dans le fond, c'est un examen qui serait rough sans le matériel, mais qui, avec matériel, est vraiment pas si pire que ça.
Vous avez 3 heures pour le faire et pour soumettre l'examen. Les questions sont présentées de façon complètement aléatoire, de sorte que vous ne pouvez pas copier d'une personne à l'autre. Les nuances dans la matière sont évidemment très importantes. Donc souvent j'ai fait des nuances, par exemple sur le surmoi ou sur d'autres affaires. Et ces nuances-là seront sollicitées à l'examen définitivement. Les lectures sont également à l'examen. On rappelle d'ailleurs qu'il y a une lecture à faire pour la semaine prochaine. Et il y a une question en développement dont je vais parler également la semaine prochaine. Donc, soyez là, ça va être un cours... le cours de la semaine prochaine, il est corsé, c'est-à-dire qu'on parle d'évaluation du risque, qui d'une part, c'est ma spécialité, d'autre part, c'est une logique qui est un petit peu différente des logiques théoriques qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, soyez là la semaine prochaine. C'est pas un cours que vous voulez manquer, parce que juste avec le PowerPoint, il est un peu dur à comprendre. Vous voulez les explications qui viennent avec. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière dans les questions? Oui, bien sûr. Et il n'y a pas encore de PowerPoint pour la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore mis sur le site, là, ça viendra. Mais la lecture est sur le site, par contre. Est-ce que ce sera des questions à choix multiples? Ça dépend. Étant donné que c'est un examen à la maison, avec tout le matériel, il va y avoir un petit peu plus de développement qu'il y en aurait en classe. En classe, il y a quand même beaucoup de QCM. Donc, il va en avoir, mais pas tant que ça. Il va y avoir quand même beaucoup de questions en développement pour mesurer votre compréhension. Surtout si vous avez le matériel en plus. Là. Donc, j'essaie de faire les examens pour, justement, solliciter davantage la compréhension et moins le fait d'apprendre par cœur. Surtout que tester l'apprentissage par cœur quand vous avez droit aux notes, c'est pas fameux. Combien de questions? Assez pour vous occuper durant un bon 2 heures et 3 pour les plus lents d'entre vous. Peut-être entre 80 et 100 questions, peut-être, dont une à long développement. Ouais. L'examen n'est pas... j'ai pas fini de le rédiger, là, c'est-à-dire que j'ai mon examen que je fais passer en classe d'habitude à l'intra, mais il faut que je l'adapte à la version en ligne. Donc, j'aurai davantage de détails à vous fournir quand, justement, l'examen sera fait sur Studium, sera plus avancé. Long développement, c'est 1 page. Oui, environ 1 page maximum. Il y a Marilyn qui nous dit si je ne suis pas familier avec les cours universitaires, si on a écouté tous les cours et bien compris la matière, qu'est-ce que je devrais étudier en plus? Non, il n'y a pas de surprise. Là. Je ne vous poserai pas une question sur votre dernier roman. Là. C'est vraiment ce qui est à... Je ne suis pas cheap. Là. Ce qui est à l'examen, c'est vraiment ce qu'on a vu en classe, ce qui est en lecture, puis il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, la plage pour faire l'examen, c'est effectivement seulement l'heure du cours, donc 17h à 22h, jeudi le 15 octobre. Il y a moyen de demander des dérogations, mais il faut une maudite bonne raison pour faire ça. Donc, pour 99,9% des gens, ça sera durant cette plage horaire-là, effectivement. Donc, voilà pour ça. Gardez vos autres questions pour la prochaine fois s'il y en a. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça a été un petit peu long, mais j'étais vers vos moteurs, puis il y avait des bonnes interventions de votre part. Fait que ça fait un plaisir. Bonne semaine. On se voit jeudi prochain. Ciao tout le monde.